Bien, bonjour à tous. Je vous propose en guise d'introduction à l'exposé économique qui va avoir lieu de regarder ensemble, dans le petit temps qui m'est consacré, de regarder ensemble le panorama, l'environnement qu'ont connu les agriculteurs de la région durant cette année 2018. Donc une photo de la campagne intéressante. Et juste derrière, deux graphiques qui vous présentent ce que vous avez tous en tête. Une année 2018, ça a déjà été dit en introduction, particulièrement difficile, avec deux graphiques qu'on a choisis autour de la station de Dole. Ça peut être différent en fonction des lieux, des points des stations météo, mais la tendance est bien là. Une station centrale sur la région qui résume avec ces deux graphiques, l'un en haut qui caractérise les températures et les écarts au normal pluriannuel, et en dessous le graphique qui présente les mêmes écarts mensuels 2018 par rapport à un historique pluriannuel sur la pluviométrie. Et vous voyez schématiquement l'excès de température sur toute l'année, hormis en sortie d'hiver avec 2 mois relativement frais en février-mars, et ensuite un excès de température régulier qui n'a pas cessé jusqu'à la fin de l'année. En dessous, la pluviométrie, des excès en sortie d'hiver, une forte pluviométrie, et qui malheureusement s'est stoppé net au mois de mai, pour connaître ensuite un déficit hydrique majeur et continu également sur le reste de l'année. Les conséquences de cette pluviométrie sur le végétal sont bien entendu évidentes. Sur cette diapo, un petit résumé sur les deux piliers fourragers des exploitations d'élevage et de polyculture élevage sur la région, avec une carte de la région qui traduit le déficit de la pousse d'herbe, marqué sur l'est du département, sur les départements franc-comtois, mais également marqué sur l'ensemble de la région. Ce déficit de pousse est certain, est notable et important, mais en plus s'accompagne d'un déficit de valorisation, puisque la pluviométrie importante que l'on vient de voir en sortie d'hiver a bien entendu eu des conséquences sur la mise à l'herbe, retardé la mise à l'herbe pour les animaux pâturants, a retardé les fauches conduisant à des fauches tardives en quantité relativement correcte, mais de qualité médiocre, et également a conduit à l'absence quasi systématique de deuxième coupe. Donc un déficit de valorisation de l'herbe et un fort déficit sur la qualité de l'herbe. Ensuite, durant tout l'été, les systèmes pâturants, notamment allaitants, ont connu un déficit de pousse avec une valorisation du pâturage quasi nulle et donc un apport systématique de compléments au pâturage qui a bien entendu consommé de manière anticipée les stocks déjà un petit peu rares. Le deuxième pilier fourrager qui vous est présenté là, c'est le maïs pour les systèmes notamment laitiers, qui a connu également une chute de rendement. On sait que le maïs est un super fourrage pour faire du lait, mais a l'inconvénient d'avoir un besoin hydrique marqué pendant l'été. Et donc bien entendu, le maïs a subi à nouveau, par rapport aux années passées, à nouveau une baisse de rendement, de 20 à 30% de baisse de rendement en fonction des zones, mais surtout a connu une baisse de sa qualité. Le graphique, le camembert qui est là, vous présente la qualité alimentaire, la digestivité de ce maïs, avec, vous le voyez, une forte proportion de maïs médiocre, pratiquement les 2/3 des maïs qui étaient médiocres, et ça a joué fortement sur les courbes de production laitière. Les conséquences de cette année climatique fort défavorable sur les systèmes végétaux. Je vais passer rapidement, mais il faut le dire, sur la viticulture, qui est quasiment la seule filière agricole du département qui a connu une bonne année 2018 en volume et en qualité. Je ne suis pas un expert de la viticulture, je ne vous en cache pas, mais il faut savoir qu'il y a un bon développement végétatif des vignes et l'absence de pluie durant une bonne partie de l'année a permis de limiter fortement la pression sanitaire, ce qui a conduit à une bonne qualité de la récolte. Au niveau des grandes cultures, là la situation est plus mitigée. Ça n'a pas été une année phénoménale en termes de rendement, moyen sur les céréales, relativement mauvaise sur les colzas avec des problèmes de levée et des attaques d'insectes, alors que les autres têtes d'assolement, soja et le maïs grain, le maïs grain a subi, comme le maïs en silage, un déficit de rendement, alors que le soja a également été médiocre. Par contre, ce qui est à noter, c'est la particularité de 2018, avec cette forte pluviométrie sur le début d'année. Ce sont les systèmes de petites terres en faible potentiel qui s'en sont bien tirés par rapport à leurs années classiques, avec des rendements pas phénoménaux par rapport aux collègues de la plaine ou des régions à bon potentiel, mais en tout cas un gain sur les rendements qui a fait que, vous le verrez tout à l'heure, les revenus s'en sont ressentis positivement.
Au niveau des filières d'animal, par contre, là, l'impact est certain et notable. Au niveau des systèmes allaitants, c'est pas tant l'année climatique qui a été difficile, qui a joué sur le graphique que je vous présente ici, mais plus un historique sanitaire qui a joué sur la repro dans les années 2016-2017, avec une forte proportion de vaches vides, et en termes de repro, une réforme importante des femelles, ce qui fait que sur ce graphique, vous voyez une tendance inquiétante depuis 3 ans, avec une baisse du cheptel allaitant sur la région, et on frôle aujourd'hui la barre des 500 000 têtes, qui sera fort difficile à récupérer dans les années à venir, puisque ce n'est pas la situation économique de ces exploitations qui tendent à leur développement. Sur le graphique à côté, vous voyez la courbe de production laitière au contrôle laitier, avec la courbe rouge 2018, qui montre après un démarrage de bon niveau en début d'année, tiré par les excellents fourrages 2017, et ben dès l'été, il y a une chute de production que l'on connaît toujours aujourd'hui, une chute de production notable, hein, puisque c'est 5 à 10% de baisse de production des vaches laitières qui apparaît dans la quasi-totalité des exploitations de la région, que ce soit en plaine ou en zone AOP montagne. Après avoir regardé les volumes, la conjoncture prix, qui ne dépend pas que de la région, bien entendu, puisqu'on sait que l'agriculture, la conjoncture économique est aujourd'hui nationale, voire mondiale, mais la crainte que l'on pouvait avoir sur le prix du lait en conventionnel qui vous est présenté là, puisque la situation est bien différente entre AOP de montagne et puis zone de plaine, mais en lait conventionnel de plaine, on craignait un abaissement du prix du lait. Ben, il n'en était rien, puisque vous voyez que sur ce graphique, en 2018, au contraire, on a une consolidation, une bonne stabilité du prix, pas à un niveau exceptionnel par rapport aux années passées, mais en tout cas à un niveau très correct, qui a permis donc de contrecarrer un petit peu la baisse de production. Également sur les broutards, la raréfaction des femelles des allaitantes a limité l'offre de broutards. La demande italienne étant toujours quand même présente, le prix des broutards s'est bien consolidé. Par contre, la filière viande bovine connaît également une conjoncture mitigée, puisque les broutards n'ont permis que de compenser à peu près la baisse du prix de la viande, puisque sur la graphique que vous pouvez voir, si ça marche, que vous pouvez voir, non, vous voyez pas, que vous pouvez voir en bas à droite de cette diapo, montre le cours de la viande bovine qui est quand même au plus bas par rapport aux années passées. Également sur la viande porcine, la baisse de consommation des viandes en généralement et de la viande porcine a fait que les cours du porc se sont fortement tassés, ont chuté sur 2018. Heureusement aujourd'hui ils ont connu une reprise, mais vous voyez que sur 2018 le porc a connu un niveau très bas. Sur la diapo suivante, malheureusement, il n'y a pas que des produits en agriculture, il y a également des charges. Et les charges n'ont pas eu la bonne idée de suivre les produits, puisque les cours des charges des intrants se sont majorés. On vous a présenté sur le graphique du haut les indices des prix de 3 intrants, enfin 3 niveaux d'intrants sur les exploitations, à savoir le prix du carburant en courbe bleue, le prix des tourteaux en courbe rouge et en courbe jaune-verte, le prix des aliments et des céréales et des coproduits. Et vous voyez que ces prix sur 2019, donc c'est vraiment l'extrémité droite de la courbe, se sont repris par rapport aux années 2016, 2017, 2018, où les prix de ces 3 gros postes d'intrants pour les exploitations de polyculture élevage étaient quand même assez bas. Ils se sont repris fortement, ce qui conduit à des indices de prix d'achat des matières premières agricoles, l'IPAMPA comme on le nomme, pour les 3 filières d'élevage bovin-lait, bovin-viande et ovin-viande, avec des reprises quasi uniformes et élevées, puisqu'on est entre 3,6 et 3,8% d'augmentation des indices des prix de ces postes majeurs d'intrants pour ces 3 filières élevage majeures sur la région. Et sur le dernier graphique qui figure sur cette diapo, on vous a représenté un impact sur la filière ovine, avec sur les 2 courbes du haut, la courbe prix qui se tasse au niveau des agneaux, c'est comme pour l'ensemble des courbes de prix de la viande. Le prix des agneaux s'est également chuté en 2018, et malheureusement le prix des intrants a augmenté, c'est la courbe en rouge pointillé, ce qui fait qu'on a un resserrement, et ces prix ramenés à l'hectare montrent qu'il y a l'absence quasi de résultats et de revenus pour cette filière. Au-delà de tous ces aspects chiffrés, 2 diapos un peu plus allégés, avec au-delà de cette conjoncture volume et prix, également une conjoncture sociétale qui joue sur les filières, sur les exploitations, avec des demandes sociétales qui évoluent et qui jouent sur
sur l'agriculture, une baisse de consommation de la viande, on a pu le voir à travers les différentes courbes de prix de la viande, une demande exacerbée vis-à-vis du bien-être animal, ce qui est complètement logique, mais qui peut traduire des demandes et des contraintes des fois un petit peu strictes autour de cet aspect. Une tendance également à aller sur le non-OGM avec la mise en place de filières non-OGM, qui est toujours intéressante pour accroître et asseoir des débouchés pour les agriculteurs, mais il faut toujours s'assurer qu'au-delà de ces débouchés, que la rentabilité économique et que l'intérêt économique pour les producteurs engagés dans ces filières soit toujours là, c'est-à-dire que le prix des intrants obligés pour ces éleveurs-là ne soit pas supérieur au gain sur les prix. Et bien entendu, un regain qui se conforte sur les produits bio et sur les filières courtes. Ça se traduit par une pression réglementaire qui s'accroît avec la limitation des produits disponibles tant sur le végétal que sur l'animal, à savoir par exemple les antibiotiques en élevage, avec une demande à baisser l'utilisation trop systématique d'antibiotiques. Certes, c'est louable, encore faut-il que techniquement il y ait des alternatives et des possibilités de se retourner pour les éleveurs. Et pareil sur les phytos, je ne reviendrai pas sur les polémiques autour du glyphosate, mais là aussi autour des phytos, il faut des solutions techniques qui permettent aux producteurs de continuer à pouvoir exercer leur métier dans des conditions économiques et techniques jouables. Et enfin, des nouvelles normes qui font suite à la demande autour du bien-être, des normes qui se mettent en place, qui vont peut-être se mettre en place autour de l'obligation de sortie des animaux systématiques qui pourraient entraîner des contraintes d'investissement sur des aires d'exercice extérieures, sur des stockages de déjections supplémentaires, sur des coûts nets sans vraiment gain pour les producteurs, avec des systèmes en plus qui ne sont pas toujours adaptés. On sait que les exploitations grossissent en taille pour s'adapter aux contraintes économiques et que plus les cheptels grossissent, plus les possibilités techniques de sortie, de valorisation de l'herbe sont limitées. Le troisième pendant des demandes de l'environnement sociétal autour de l'agriculture, c'est les aides. Des aides qui sont malheureusement une partie importante du revenu, et il faut bien en avoir conscience, ça risque de demeurer, tant que les prix ne seront pas là pour complètement assurer le revenu des agriculteurs. Les aides sont indispensables et on sait qu'elles se raréfient en volume. On le sait qu'il y a également un sentiment d'inégalité. L'ICHN pour les systèmes de polyculture élevage est vraiment le critère qui fait basculer en négatif ou en positif les exploitations vis-à-vis du volume des aides. Et le redécoupage des zones ICHN est sujet toujours à polémique, comme les aides non pas calamité mais aléas climatiques qui font qu'avec des taux de spécialisation, des contraintes sur taux de spécialisation, nos exploitations classiques de polyculture élevage, modèle pourtant prôné par beaucoup au niveau régional, passent à côté de ces aides quand ces exploitations ont pourtant subi les aléas climatiques comme les autres. Et enfin, une volonté politique affichée autour du bio, autour des pratiques alternatives, on va dire, une volonté claire, mais par contre qui ne se traduit pas toujours par des faits. On sait que les aides bio connaissent des retards de paiement qui commencent à s'assainir, mais ces retards de paiement ont été conséquents, ont joué sur les trésoreries et au-delà de ça, jouent sur l'image du bio vis-à-vis des producteurs qui se posent la question de faire le pas. On vit dans une incertitude constante et encore aujourd'hui, on est toujours dans l'inconnu pour vraiment affirmer aux producteurs qui se posent la question de faire le pas sur l'accompagnement, on parle que d'accompagnement, mais sur l'accompagnement financier auquel ils pourraient avoir droit. Pareil autour des MAEC, qui étaient des superbes mesures pour essayer de pousser à l'évolution des pratiques, mais les contraintes et les zonages font que le nombre d'agriculteurs éligibles, bénéficiaires et volontaires pour aller dans ces mesures-là est relativement limité, et donc l'impact sur l'environnement sera également limité. En conclusion, résumé pour cette toute petite partie introductive, une année climatique, donc vous l'avez compris, vous le savez de façon avant de venir, très difficile, qui a joué sur les volumes, des prix qui ne dépendent pas de la région, mais que la région a subi comme tout le monde, qui sont rarement à bon niveau, notamment pour la viande, les systèmes d'élevage, et une campagne 2019 qui va sans doute être encore plus impactée puisque les systèmes d'élevage partent tous avec un fort déficit de stock et avec sans doute des achats au moins sur le premier semestre en espérant que les systèmes puissent tenir jusqu'aux récoltes fourragères automnales. Peu de lisibilité à moyen terme, je parlais du bio, c'est valable pour beaucoup de systèmes, peu de lisibilité avec des demandes sociétales vis-à-vis de la viande, du type de viande qu'il y a à produire, des ateliers qui sont à mettre en place.
beaucoup de producteurs sont en attente des effets réels concrets d'Egalim. C'est un espoir, il y a des attentes, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de déception vis-à-vis de cette juste répartition des marges au sein des filières. Après cette petite course introductive, je vous propose maintenant de regarder plus concrètement l'impact sur les revenus et je vais passer la parole à Bruno Laurent autour des résultats économiques des différentes filières. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, mon collègue Franck vous a présenté le contexte général économique et climatique de cette année. On va regarder au final qu'est-ce que ça donne sur les exploitations en termes de résultats, en termes de charges, en termes de produits. Il s'est passé beaucoup de choses pendant l'année. Donc je vais vous transmettre un petit peu les faits marquants, disons, de cette année 2018. Donc on va commencer par les productions végétales en fait. Donc, au niveau des grandes cultures, ce qu'on a constaté pour cette année, c'est un début de campagne avec une hausse de la valorisation du blé, ce qui était une bonne nouvelle, puisque ça faisait longtemps que le blé n'avait pas dépassé les 200 € tonne. Il est même monté un peu plus haut en début de campagne suite aux aléas climatiques de l'Union européenne. Et puis après, tout ça s'est tassé. Somme toute, tout ça a bénéficié aux producteurs puisque le prix payé a augmenté d'à peu près une vingtaine d'euros par rapport à l'année d'avant. Eh bien, ceci a eu comme conséquence, chez les gens qui sont dans les zones de fort potentiel, un maintien du produit. On avait vu tout à l'heure que le climat humide de printemps les avait fortement impactés et la sécheresse derrière aussi. Finalement, ils maintiennent le produit. Et le premier paradoxe qu'on a, c'est que chez les gens des plateaux de Bourgogne, en fait potentiel, leur produit a bien augmenté, plus de rendement et plus de prix. Donc pour eux, c'était plutôt une année favorable. Ce qui fait qu'en termes de résultats, les gens des plateaux ont un revenu qui atteint 29 000 € contre 18 000 € en plaine. Voilà, donc c'est assez rare pour le souligner. Et on a un résultat moyen, donc un résultat courant par UTAF de 22 000. Donc le résultat courant, c'est ce qui reste aux exploitants pour se tirer une rémunération, pour en vivre, et rémunérer leurs capitaux. On appelle UTAF aussi donc les unités de travail agricoles familiaux, ce sont les exploitants, les associés, les conjoints collaborateurs. Alors, le deuxième paradoxe en grande culture, c'est que malgré des zones à fort potentiel, faible potentiel, donc on pourrait tout de suite classer les gens en termes de revenus, fort potentiel haut revenu, faible potentiel bas revenu, eh bien, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, on trouve des gens à bas revenu et haut revenu dans les deux systèmes. Donc on a des revenus très hétérogènes entre les exploitants. Et vous verrez tout au long de l'exposé qu'on retrouve cet effet-là dans l'ensemble des productions. Et c'est ce qui caractérise quand même nos moyennes, c'est qu'on a une moyenne, mais un écart type autour qui est extrêmement fort. Au niveau des cultures, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pistes d'amélioration, Comme l'a dit en introduction notre président, il y a aujourd'hui des cultures innovantes qui peuvent amener des plus-values, de la valeur ajoutée. On note aussi que la productivité par actif a énormément d'importance, d'impact quand même sur le résultat et peut permettre aussi de mieux optimiser le parc matériel. Cependant, dans tous les cas de figure, l'optimisation du parc matériel est quand même une constante à ne pas oublier. Autre production végétale, c'est la viticulture. Donc la viticulture n'a jamais connu un revenu aussi élevé depuis que je travaille dessus, mais si on regarde la courbe, avec un revenu de 60 000 € par UTAF. Alors, vous voyez, sur les dernières années, sur la courbe, malgré des difficultés de gel, de petites récoltes, eh bien, tout ça a été compensé en fait par la hausse des cours du vrac, par la rareté du produit, puisqu'on est sur une production qui est contingentée grâce aux AOP. On ne peut pas faire du pommard en dehors de pommard. Voilà. Tout de même, chez les vignerons, donc on s'attend à 2019 à un bon revenu aussi grâce à la bonne récolte, on l'a dit.
Cependant, il y a toujours des efforts à faire pour travailler sur le revenu, hein, au niveau de la commercialisation, la qualité des vignes pour assurer les rendements, mais aussi raisonner les investissements. On a vu une explosion des investissements dans les cuveries, dans le matériel, grâce à ces bonnes années, grâce à ces bons revenus. Et finalement, quand on regarde une baisse de 50 € de l'hectolitre hein, vendu, bah, c'est quasi la moitié du revenu qui s'envole. Ce qui pourrait arriver, parce que 2019, les cours ont tendance quand même à se tasser compte tenu du volume récolté. Passons aux productions bovines. Donc la première, c'est la production de lait destiné aux AOP fromagères hein, de Franche-Comté. Donc ce qu'on constate sur le premier graphique, hein, en haut, vous voyez la courbe 2018 du prix du comté qui est largement au-dessus de 2016-2017. Hein, ça a gagné à peu près 10%. Ce qu'on constate par contre au niveau du produit par hectare, bah, finalement chez les éleveurs c'est assez stable. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu un certain nombre de difficultés dans la deuxième partie de la campagne pour faire du lait compte tenu de la sécheresse. Et là on a eu de l'impact malgré un prix du lait un petit peu plus élevé quand même pour les producteurs. Au final, on a un résultat courant qui est intéressant, 27 000 €, qui est stable, malgré ces difficultés climatiques. Les éleveurs ont pu passer un bon début d'année, ce qui a compensé la fin d'année un petit peu difficile. Dans les pistes de progrès, hein, on note bien qu'il faut optimiser la conduite du troupeau pour chercher à maintenir la production. On note toujours des progrès techniques à réaliser sur la productivité. Et je fais le pendant un peu avec les vignerons. Attention au coût de mécanisation. Il y a eu quand même des investissements quelque peu démesurés chez ces producteurs. Compte tenu des bons revenus, on se laisse un petit peu aller. Ensuite, chez les producteurs de lait de plaine, hein, destinés à la production de fromage ou de lait de consommation non AOC, on a cette année une stagnation du prix, hein, comme l'avait dit Franck, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Un prix du lait à 360 € les 1000 litres, ce qui par le passé correspond à un bon prix du lait. Après, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, on se rend compte que, vous voyez, dans le petit carré bleu, là, le revenu disponible, il est de 42 000 € et il est consommé à 100% par les prélèvements privés. Ça veut dire que finalement, le prix du lait couvre le coût de production, mais qu'on n'a pas de marge. Et donc, il s'agit chez les producteurs de lait de faire attention à la gestion de son coût de production, d'une part en saturant les outils de production, salles de traite, robots, bâtiments, matériel, hein. Et aussi, pour maintenir le coût de production, il s'agit, comme l'a dit quelqu'un d'introduction, d'être tout à fait agile sur le système fourrager en fonction des années et d'adapter le type de récolte, le type de plante implantée pour faire du stock. Et ça, c'est absolument la clé de ce système. Autre production animale, les éleveurs bovins. Donc, vous avez sur le graphique la courbe qui fait le yo-yo en fait, des revenus hein, depuis 1999. Et donc, j'ai tenu à mettre la courbe de tendance du revenu qui, à mon sens, est plus parlante. Et on voit qu'en 20 ans, la courbe est passée de 20 000 pour finir à 9 000 € cette année. Donc, c'est assez grave dans cette production, puisque 9 000 € est loin de rémunérer les producteurs. Et j'ai noté quelque chose qui m'a frappé, que j'ai découvert assez récemment, c'est qu'on a 26% des familles du bassin charolais, selon l'INSEE, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, paradoxalement, quand on regarde sur la gauche de la diapo, les situations financières, eh bien, si on prend les bovins laitants purs, on en a seulement, vous allez me dire c'est déjà trop, 25% qui sont en rouge ou au noir, en situation financière élevée ou très élevée, en risque financier élevé ou très élevé. Donc en fait, les éleveurs bovins ont l'habitude, entre guillemets, des années moyennes, voire médiocres, et finissent par se serrer la ceinture au détriment de leur vie quotidienne, familiale, etc.
Alors un petit peu de positif quand même, c'est que derrière cette moyenne à 9000, eh bien finalement se cache une disparité énorme en fait des résultats. Et ça, je vous l'avais souligné chez les céréaliers, je n'ai pas remis les autres producteurs, mais c'est à peu près la même chose. La dispersion des revenus autour de la moyenne, elle est phénoménale. Donc vous voyez, 25% des gens sous le seuil de pauvreté, mais aussi 24% des gens à plus de 20 000 € de résultats. Alors ça, c'est lié à quoi, vous allez me dire? Parce que tout le monde est confronté à la sécheresse, à la même conjoncture, au prix des bovins qui n'évolue pas. Eh bien, on le constate dans les audits que l'on réalise en ce moment. Il y a énormément de différences sur la maîtrise du coût alimentaire. On a des résultats techniques aussi très variables, avec parfois beaucoup de pertes d'animaux, des problèmes de reproduction, etc. Et puis on constate de plus en plus d'écarts peut-être sur le type d'animaux vendus par rapport à la demande du marché, qui évolue énormément avec l'ouverture de nouveaux pays, de l'export, etc., etc. Donc il y a quand même des choses à faire chez ces producteurs. Au final, je vous parle un petit peu des porcs, puisque là, c'est quelque chose qui était assez marquant au niveau des revenus. On a en 2018 une chute très importante du revenu, liée à une consommation assez atone de par le monde. Et en fait, si on mettait le point 2019, on retrouverait le niveau de l'année 2017. Pourquoi? Eh bien, c'est la peste porcine africaine, qui est une épée de Damoclès pour les producteurs en France et en Europe d'ailleurs, mais qui est aussi une opportunité pour l'export, puisque comme les Chinois ont leurs élevages qui ont la maladie, et du coup ils importent énormément de porcs européens. Voilà. Ce qu'on note, c'est que finalement, c'est une production où la situation financière est très très difficile, avec plus de 50% des gens en situation à risque élevé ou très élevé, tandis qu'on en avait 25% chez les éleveurs bovins juste avant. Alors en conclusion, en synthèse de tout ça, ce qu'on peut noter, c'est que nous avons des résultats globalement corrects, sauf peut-être en bovin-viande, où on ne peut pas s'en satisfaire durablement. On constate aussi, ça je l'ai souligné tout au long, des revenus très hétérogènes en fait entre les producteurs. Alors c'est pas quelque chose de nouveau ça, depuis qu'on fait nos études si vous voulez, mais j'ai le sentiment que ça a tendance à s'accentuer parce que beaucoup de choses bougent autour des exploitations, l'environnement bouge, et les stratégies de chacun et les choix, je dirais même un petit peu du quotidien, ont énormément d'impact sur leurs revenus. Ce qu'on constate aussi, et ce qui est indéniable, c'est que les AOP sont quand même un facteur favorisant de revenus, que ce soit en vin, en fromage. On a une production locale, contingentée, qu'on ne peut pas faire ailleurs que certaines zones. Au niveau financier, si on peut synthétiser l'ensemble, les situations financières, elles ont été quand même fragilisées durablement, et on n'a plus d'années exceptionnellement bonnes. On a que des années moyennes, voire certaines fois médiocres. Donc c'est quand même compliqué de remonter la pente quand on a eu un coup dur. Ça c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas peut-être il y a une dizaine d'années. Et enfin, pour ramener tout ça au changement climatique, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il y a quand même une part des exploitations de Bourgogne-Franche-Comté qui ont réussi quand même à bien absorber ce coût par différentes adaptations collectives ou individuelles. Mais le coût reste quand même assez élevé, le coût financier, je dirais, et aussi le coût psychologique chez les exploitants, comme l'a souligné la vice-présidente ce matin, où ça met quand même un gros coup au moral, ce genre de sécheresse que l'on sait peut-être revenir les années suivantes. Je vous remercie.